Alors, des leviers d'action pour pouvoir aménager l'environnement. On va commencer par une liste. Hein. Bon, elle n'est pas exhaustive, hein, mais elle donne quand même un certain nombre d'indications. Moi, j'appelle ça la checklist. Hein. Quand on a un problème, on peut se dire, est-ce que ça vient de ça, ou de tout en même temps, hein, d'ailleurs. Hein. Un problème ne voit pas nécessairement sa solution dans une seule dimension. Alors, des leviers, j'égrène ma liste, et puis ensuite, je prendrai 2 exemples à l'intérieur de cette liste. La première ligne, évidemment, mais je ne reviens pas dessus, j'en ai suffisamment parlé, vous comprenez bien, c'est la communication. J'ai pour habitude de dire aux professionnels, si vous ne comprenez pas ce que... Genre des professionnels de la psychologie, hein, parce que je forme des psychologues, moi. Si vous êtes psychologue, si vous ne comprenez pas ce que veut vous dire votre patient, et si votre patient ne comprend pas ce que vous voulez lui dire, lui faire avec lui, etc., vous ne servez à rien. Donc, vraiment le point crucial, c'est le point de départ de tout aménagement, vérifier que la communication est très bonne entre les différents acteurs qui sont impliqués justement dans cette intégration universitaire. Donc communication, je ne reviens pas là-dessus, vous comprenez bien que c'est un point essentiel. Le deuxième point, et je vais développer d'ailleurs sur celui-là, c'est le problème de l'intégration sensorielle. Je le développe assez volontiers parce que souvent on ignore qu'un problème que l'on estime plutôt lié à un fonctionnement cognitif, à l'intérêt, enfin vous allez voir, je vais prendre un exemple. Le problème se situe plus simplement peut-être sur un aspect de la situation qui renvoie à une difficulté sensorielle. Donc je vais développer ce point-là à travers des exemples, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile de comprendre. Et j'avais mis ici comme sous-titre l'hyperacousie, je ne vais pas revenir dessus puisque j'en ai parlé tout à l'heure. Voilà, l'hyperacousie, cette capacité hein, qui peut être intéressante, c'est d'entendre des sons ténus, hein, à peine audibles, ça peut parfois être utile, et dans d'autres cas, c'est au contraire un enfer, puisque ça vient polluer l'ensemble des sons qui, eux, sont véritablement utiles à la situation. Troisième levier d'action, c'est les problèmes de cohérence centrale. Alors ça aussi, je vais le développer, vous allez voir, c'est tellement présent dans le quotidien qu'on ne peut pas négliger cette dimension. C'est tellement présent dans le quotidien car, en effet, une situation a véritablement une signification que dans l'ensemble de ses constituants, d'une part, mais aussi ce qu'on est capable d'aller chercher dans sa mémoire sur ce que l'on sait, aller chercher dans sa mémoire sur les actions qu'on a déjà vécues, voire dans sa mémoire sur des projets qu'on peut avoir. Mais bon, cohérence centrale, à nouveau, je vais prendre un exemple, vous allez voir à quel point c'est crucial dans le fonctionnement quotidien. Les fonctions exécutives, je ne vais pas revenir là-dessus, j'ai donné quelques exemples, souvenez-vous, s'habiller, mais n'importe quelle action à faire, dès lors où j'ai donné l'objectif, c'est aider une personne à savoir quelles sont les sous-activités à réaliser et dans quel ordre les réaliser. Si en plus de ça, ça je ne l'ai pas encore dit, on le fait sous l'aspect visuel, c'est une dimension plutôt facilitante pour les personnes autistes, c'est un premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que si on a mis visuellement, hein, par écrit éventuellement, eh bien, c'est une consigne qui reste, à laquelle on peut se référer à n'importe quel moment. Donc, un des problèmes pour le traitement de ce qui relève des fonctions exécutives, c'est tout donner sur un support visuel, de manière écrite ou de manière imagée, et le plus précisément possible, dans le bon ordre. Et à ce moment-là, on va donner de l'autonomie. Je vous donnerai 2-3 témoignages en toute fin d'intervention de personnes qui disent ce que c'est que les problèmes, notamment liés aux fonctions exécutives. 1, 2, 3, 4, on tombe sur le 5e point, c'est les neurones miroirs. Bon, il faudrait que je fasse 1 heure à peu près là-dessus pour vraiment vous expliquer, mais j'ai commencé à le faire tout à l'heure. Retenez cela. Nous avons dans notre cerveau des parties, des neurones qui ont ce double fonctionnement. Ils s'activent quand on a réalisé nous-mêmes une action,
mais il s'active aussi quand on voit quelqu'un réaliser cette action. Et c'est notamment à travers ce fonctionnement en miroir, d'où les neurones miroirs, qu'on arrive par exemple à comprendre qu'une personne est en difficulté, comprendre qu'une personne est en colère, comprendre qu'une personne souffre parce qu'elle est tombée et qu'elle s'est fait mal, etc., etc. Bien. Et les neurones miroirs ont aussi une autre responsabilité, mais là je n'aurai pas le temps de le développer. C'est une aide à l'anticipation des actions par la compréhension globalement de la situation. Autre point qui me semble fondamental, c'est toujours dans la checklist. J'ai un problème, est-ce que ça ne pourrait pas relever aussi de la théorie de l'esprit? Alors je l'ai un petit peu développé dans la première partie, je ne vais pas revenir là-dessus. Retenez néanmoins que c'est bien cette capacité à inférer l'état d'esprit de l'autre, c'est-à-dire ce que pense l'autre, et ce qu'on pense aussi dans certaines situations, à partir de son attitude, de son expression faciale, de ce qu'il vient de dire, de l'histoire de cette personne que l'on connaît, etc. Donc, théorie de l'esprit, c'est vraiment une source pour fabriquer de la signification dans les situations sociales. Dernier point dans ma checklist, là aussi, je n'aurai pas le temps de le développer, c'est la mémoire. Séparer ce qu'on appelle la mémoire de travail et la mémoire à long terme. Il y a aussi des problèmes d'attention, il y a des problèmes aussi d'apprentissage implicite. Bon, vous voyez que tout ça, ça ferait aussi un module quasi complet. En tout cas, il faut penser à ça, car de manière paradoxale, et c'est assez général, les personnes autistes ont ce qu'on appelle une mémoire, je vais dire, hétérogène. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'avoir une mémoire quasi sans faute dans un domaine, et puis dans un autre domaine, parfois pas si éloigné, eh bien, on a l'impression que cette mémoire ne fonctionne pas du tout. Je connaissais un jeune qui retenait, mais d'entrée, n'importe quelle adresse et numéro de téléphone des personnes qu'il côtoyait, mais qui a passé des heures et des heures et des heures à apprendre les tables de multiplication. Donc vous voyez, il y a cette notion d'hétérogénéité des systèmes de mémoire, en tout cas des dimensions dans lesquelles la mémoire peut être impliquée. Bon, là aussi, il faut le savoir, puisque ce qui va échouer peut-être dans une dimension pourrait réussir dans une autre dimension. Si on sait que ça fonctionne comme ça, on peut, à ce moment-là, je ne sais pas, arranger la nature de présentation de ces cours. Alors, je vous ai dit, je ne vais pas traiter toute cette liste-là, mais je vais revenir sur deux des éléments. Il y en a un dernier qui apparaissait, c'est sur justement le type de traitement.